C'est plus de 2 fois Carcassonne. Vous avez organisé la cérémonie. C'est un gisement historique exceptionnel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici un nouveau reportage de l'équipe de Lunor Anjou pour Aperçu TV. Bonjour Monsieur Hervé Tribault-Laspierre. Vous nous recevez sur votre propriété. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez découvert le site, comment voilà, vous êtes tombé amoureux des lieux? Oui, alors c'est un peu par hasard pour tout vous dire. C'est le hasard et la nécessité. En fait, nous cherchions avec ma femme un endroit où nous installer pour passer les week-ends. Et donc, nous avons arpenté les propriétés qui étaient à vendre, comment dire, on en joue à ce moment-là, et de proche en proche, on a fini par tomber ici, et on est, je dois dire, après avoir vu bien des maisons, avec des qualités et des défauts, nous sommes tombés totalement passionnés par les lieux, et on a dit oui tout de suite le premier jour de la visite. Et donc ici nous sommes à Chantoceau, mais on parle de Châteauceau. Alors je crois que vous avez poussé les grilles, et qu'avez-vous découvert derrière les murs? Oui, alors les mots évoluent avec le temps, l'orthographe n'est pas toujours très sûre, la prononciation également. Toujours est-il que le mot exact correspondant au lieu est Châteauceau. Châteauceau, vient directement du latin, castrum celsum, le château élevé. Donc ça n'a rien à voir avec les champs. Une déformation administrative a eu lieu à partir du XVIIe siècle, et elle n'a jamais véritablement quitté les esprits ni les documents. Et in fine, le champ a remplacé le château, mais le château fait un pied de nez au champ parce que le gentilé de Chantoceau, c'est castro-celsien. Donc le château revient par la fenêtre. Alors donc ici nous sommes sur un point haut, sur un site défensif. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire des lieux, les personnages qui ont vécu, les assauts Oui. Bon, comme je dis souvent, la géographie fait l'histoire, et quand on a un lieu qui domine la Loire de 70 mètres, forcément ça attire les conquérants ou ceux qui veulent se protéger, etc. Et au Moyen-Âge, qui était une terre où effectivement les conflits étaient quotidiens, eh bien c'était une terre tout à fait appropriée. C'est la raison pour laquelle des constructions se sont établies depuis très très longtemps. Elles ont évolué, elles ont fini par devenir très puissantes, hein, comme jusqu'en 1420, mais entre l'an 1000 et 1420, il y a eu toute une série de sièges et de conquêtes, et je dirais prestigieuses si on veut parler des conquérants, puisque nous avons eu la conquête des Plantagenets, Geoffroy Plantagenet, Henri II Plantagenet, Saint-Louis a fait 2 sièges, et puis bien d'autres. On peut parler également du duc de Normandie, futur Jean le Bon, qui a également fait un siège au XIVe siècle. Alors aujourd'hui, que peut-on voir sur ce site? Que ressort-il de la végétation? Je crois que le site est assez étendu. Alors le site fait à peu près 35 hectares, donc c'est plus de 2 fois Carcassonne, c'est dire l'importance, en surface. Alors c'est un site stratégique, qui, tout en étant stratégique, abritait en son sein un village, le village de Châteauceau, mais tous les dispositifs de défense qui ont été établis avaient pour objectif de protéger la citadelle, et bien plus encore la citadelle, c'est-à-dire le lieu où particulièrement le seigneur des lieux était installé. Et la cité médiévale dans son ensemble est jugée sur un plateau orienté est-ouest, et l'ouest étant une
terminant en pointe, dominant la Loire de façon directe et étant pratiquement totalement inaccessible. En revanche, la partie est était une partie vulnérable, d'où la raison pour laquelle des remparts importants avaient été établis et à l'intérieur même de la cité médiévale, donc des remparts successifs, des châtelets, des fossés avaient été établis pour entraver d'éventuelles avancées d'assaillants, de façon à protéger de façon efficace les tentatives d'invasion vers la citadelle. Quelles sont les modalités pour pouvoir visiter le site? Par quel circuit peut-on passer? Alors, le plus simple, c'est d'accéder au site de la Collinière. Alors c'est assez simple, c'est châteaudelacolinière.com en un seul mot. Et à partir de ce site, on a un système de réservation avec des dates, des heures, et puis donc un tarif de 7 € par personne et 3 € pour les enfants. Et donc le site sera ouvert jusqu'à la fin des Journées du patrimoine et on recommencera un nouveau cycle à partir de juillet prochain, donc de 2024. Eh bien, merci d'avoir partagé avec nous votre passion. Merci. Donc, Monsieur Rewerski, Jacek Rewerski, je suis président de l'association Anjou-Pologne, dont le but est le rapprochement entre la France et la Pologne, et en particulier entre l'Anjou et la Pologne. L'Anjou qui a déjà certaines racines, on pourrait dire, ancrées en Pologne par le biais d'une reine polonaise, d'un roi, puisqu'en Pologne, la femme pouvait être roi, ce n'était pas la femme du roi. La reine Edwige, le roi Edwige d'Anjou, et puis par la suite Henri le Valois, comme on appelle la Pologne, et puis par la suite, comme on a vu, le gouvernement polonais, M. Raczkiewicz aussi. Donc nous avons beaucoup de liens avec la Pologne, ici étant en Anjou, et notre objectif, c'est de faire connaître, parce que ce n'est pas forcément connu par tout le monde, et en plus, de l'autre côté, la Pologne est très peu connue en France. Alors, vous avez organisé la cérémonie aujourd'hui. Quelle était la signification, le sens de la cérémonie? Alors, pour cette cérémonie, on a essayé d'accumuler, je dirais, plusieurs commémorations. D'un côté, à travers toute la France, la Polonia, c'est-à-dire les immigrés polonais, commémorent leur centenaire d'arrivée en France dans les années 1920-1930. Ça, c'est à travers toute la France. Et on a cherché à se joindre à eux à ce propos. Deuxième affaire, c'est bien sûr commémoration d'un lieu, je dirais, polonais par définition. Vivait le président de la République polonaise, mais aussi où travaillait Général Sikorski, le Premier ministre, chef des armées, et comme on a dit, un grand Polonais qui représente pour aujourd'hui justement cette liberté, cette indépendance que la Pologne cherchait à atteindre, malgré les difficultés énormes, que ce soit de la part des Russes, que ce soit de la part même des Anglo-Saxons, où il y a beaucoup de choses à dire à ce propos encore, mais à faire connaître. Alors aujourd'hui l'Europe est touchée par un conflit à l'Est. Est-ce que votre association est impactée? Est-ce que vous avez des liens, des connexions avec la Pologne actuellement? Est-ce qu'on a des répercussions en Anjou via les familles? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment on se retrouve un petit peu à l'aube d'une nouvelle guerre, en tout cas de quelque chose qui nous fait très peur à l'Est? Alors bien sûr, vous voyez, c'est pas pour rien que j'ai ce badge. J'étais en Pologne au printemps cette année, juste pour le premier anniversaire de la guerre. J'ai participé avec des milliers de Polonais et d'Ukrainiens à une manifestation devant l'ambassade russe à Varsovie. Non, on a des liens, on les a déjà aidés à plusieurs reprises, soit des familles individuellement, j'ai aidé à
traverser la frontière et à trouver un hébergement, ce qui n'est pas facile, puisqu'à un moment donné, il y avait à peu près 3 millions d'Ukrainiens en Pologne. Alors chaque famille polonaise avait plusieurs Ukrainiens chez elle. Et par la suite, l'association a travaillé avec Toruń, la ville jumelle d'Angers. On est à la base de ce jumelage dont les liens datent de l'époque de Solidarność, là, donc il y a déjà pas mal d'années. Et Toruń est jumelé avec une ville ukrainienne qui s'appelle Łódź, à la frontière entre la polonaise pratiquement. Donc nous aidons Toruń, c'est-à-dire nous envoyons des dons qu'on a ramassés à Toruń. Toruń achète en Pologne ce que les Ukrainiens ont besoin. Comme ces derniers temps, ils envoyaient principalement à l'hôpital de Łódź, notamment pour soigner les blessés. Je vois effectivement votre t-shirt Solidarność. La solidarité n'est pas un vain mot. Je crois que vous allez fêter un nouvel anniversaire l'année prochaine avec de nouvelles commémorations que vous préparez. Alors, on va commencer cette année plus tôt que ce que nous avons fait maintenant ici. Et l'année prochaine, c'est le 80e anniversaire de l'insurrection de Varsovie, 44, fin 44. C'était la plus grande bataille urbaine de la Deuxième Guerre mondiale. J'insiste, on parle de Stalingrad, mais Stalingrad, c'était une guerre entre deux armées. Là, c'était une insurrection, les civils, ou plutôt on pourrait dire l'armée de l'ombre, mais des civils, contre les Allemands. En fait, c'était pareil que l'insurrection de Paris. Mais l'insurrection de Paris, qui devait durer une semaine, a duré quelques jours. Et la première DB de Leclerc a aidé à libérer Paris par les Parisiens, comme a dit le général de Gaulle. Paris libéré, Varsovie, ça devait être exactement la même chose. Les Varsoviens s'insurgent, les Russes sont de l'autre côté de la Vistule, les Varsoviens chassent pratiquement les Allemands de la majorité de Varsovie, et les Russes s'arrêtent de l'autre côté. L'insurrection devait durer au maximum une semaine. Elle a duré 2 mois. Elle a fait 250 000 morts. Les Russes n'ont pas bougé. Ils sont rentrés en janvier 85, quand il n'y avait plus un chat à Varsovie, et Varsovie a été totalement rasée. Les Allemands sont retirés auparavant. Et ils disaient qu'ils ont libéré Varsovie. Donc c'est cet événement qu'on va fêter. Et moi, en tant qu'historien, je considère cette bataille, cette insurrection de Varsovie, comme le premier témoignage de la guerre froide, puisque les Russes n'étaient pas alliés. Ils continuaient à être alliés d'une certaine manière avec les Allemands, parce qu'en faisant cela, ils ont retardé la guerre de plusieurs mois. Les Américains se sont arrêtés sur l'autre front, parce qu'ils devaient se rejoindre à un moment donné, et là, les Russes ne bougeaient plus. Donc la guerre aurait pu être terminée plus tôt, avec moins de morts, et surtout à Varsovie. Donc, actuellement, la guerre froide est en train de se réchauffer, on pourrait dire. Est-ce que vous avez une anxiété personnellement au niveau de la population? Est-ce que ça se ressent dans la vie quotidienne? Car ici en France, on voit quelques petites choses, mais en fait on est assez éloigné de la frontière, aussi bien avec l'Ukraine qu'avec la Russie. Oui, effectivement, on est très éloigné de l'Ukraine. Déjà pour la France, souvent la Pologne est très loin parce qu'il y avait le mur de Berlin. Mais c'est presque à la frontière, je dirais chinoise, j'exagère un peu. Mais c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de grave parce que déjà notre aide de l'Ouest pour l'Ukraine est toujours trop faible et trop tardive. Déjà avant que la guerre éclate, l'OTAN et les États-Unis ont dit aux Russes qu'ils ne bougeront pas. Donc, allons-y, faites ce que vous voulez. Et donc, je suis pas forcément optimiste. Bon, connaissant la Russie aussi, c'est pas un géant, c'est pas une superpuissance. Donc, un jour ou l'autre, ça peut s'effondrer comme un château de cartes. La Russie a toujours fonctionné comme un pays du tiers-monde, exportant uniquement les matières premières. Elle n'est pas capable de... Vous ne trouvez pas dans les magasins, dans nos supermarchés, Made in Russia. Made in China, oui, bien sûr. Mais Made in Russia, rien. Le charbon, le pétrole, le gaz, oui. Ils travaillent comme les pays du tiers-monde. Donc, je ne pense pas qu'ils pourront tenir longtemps. Mais il faut savoir, les Polonais les connaissant, les sondages faits en Pologne disent
que la moitié des Polonais seraient prêts actuellement de combattre les Russes du côté des Ukrainiens. Je vous remercie pour votre témoignage. Merci. Jean-Marc Mounier, vous êtes président de la Maison de l'Europe. Pourquoi êtes-vous présent sur cette cérémonie? Eh bien parce que nous sommes partenaires de longue date de l'association Anjou-Pologne, de l'association Angers Jumelage, et nous avons à cœur de participer à ce devoir de mémoire en ces journées européennes du patrimoine. Quels sont les liens entre la Pologne et Les liens entre la Pologne et l'Anjou sont divers et variés et très anciens, sans remonter à l'histoire qui nous réunit ici. Le jumelage entre Angers et Toruń est un jumelage qui est très vivant et qui ne fait que grandir. Et on vient d'apprendre que Saint-Barthélemy est également, depuis 23 ans, en lien avec une commune polonaise, et que cela génère des échanges de part et d'autre. Et je veux signaler que chaque année au mois de juillet, il y a à Toruń un festival de la chanson française où l'association Angers Jumelage envoie un artiste qui est préalablement sélectionné pour représenter la France à ce festival de la chanson française. On va la refaire. Hop, hop. Alors le lien entre Angers, l'Anjou et la Pologne, il se trace sur plusieurs siècles. On est même remonté jusqu'à Edwige d'Anjou qui a été reine de Pologne, et puis un peu plus tard Henri III de Valois, qui est Henri Ier de Pologne. Il est élu roi de Pologne avant de devenir roi de France. Et puis plus près de nous, Angers a été une terre d'accueil pour des réfugiés polonais qui ont fui les persécutions russes au XIXe siècle. Et puis cette opportunité, cette chance dans l'histoire d'accueillir le gouvernement polonais en exil pendant quelques mois à Angers, et notamment c'était ce soir l'occasion de commémorer, saluer la mémoire du général Sikorski, qui avait été le chef de ce gouvernement en tant que conseiller municipal à la Défense, mais aussi au quartier de Belleveille. Ça avait beaucoup de sens puisque le général Sikorski, évidemment, ça fait écho à la Défense, mais Belleveille aussi, puisque c'est au sein de ce quartier que se trouve la rue du général Sikorski. Alors depuis les années 80, des associations ont beaucoup œuvré à tisser, renforcer, développer ces liens entre Angers et la Pologne. Les universités aussi, l'université d'Angers avec l'université de Toruń, et puis plus récemment, à partir du début des années 2010, jusqu'à l'aboutissement en 2016 d'un jumelage officiel entre la ville d'Angers et la ville de Toruń. Bonsoir Christophe Marquet, vous êtes Bonsoir. le président de l'association qui se dénomme... Le mémorial des bunkers du parc de Pignerol. Et donc j'imagine que vous accueillez du monde pour les journées du patrimoine. Je confirme, et cette année nous avons décidé d'accueillir ici, à Pignerol, les Polonais, l'association Anjou-Pologne. Donc quel est le lien entre Pignerol, les bunkers et la Pologne? Alors la Pologne, d'abord c'est 1er septembre 1939, Hitler va envahir la Pologne. L'exil des Polonais va très vite se décider pour les accueillir ici à Pignerol. Et puis malheureusement, les Polonais vont devoir quitter Pignerol, et les Allemands vont arriver et très vite décider d'y construire une station radio de la marine allemande. Alors on est proche d'Angers, on n'est pas proche de la mer. Pourquoi une station de la marine à Angers? C'était stratégique et puis lié à deux faits marquants historiques. C'est d'abord l'Orient, où il y avait l'état-major des sous-marins qui est harcelé par les Alliés. Nous sommes en 1942, les premiers revers militaires allemands, et puis l'opération Chariot,
mars 42, donc là les Allemands en prennent peur, l'état-major ordonne de trouver une position à l'intérieur des terres et on choisit Angers. Et je crois que c'est un site qui est unique en Europe. Quelles sont les caractéristiques, les spécificités de ce site? Le site de Pignerol, alors d'abord c'est un gisement historique exceptionnel puisque nous sommes d'abord au parc de Pignerol, un château 18e qui a été construit pour Marcel Avril de Pignerol, qui était écuyer du roi Louis XVI et le 5e directeur de l'Académie d'équitation d'Angers. Ensuite, l'exil des Polonais au XXe siècle, l'occupation allemande, ensuite à la libération en 1946, on va accueillir ici des réfugiés et Pignerol va devenir un petit village qui va durer plus de 18 ans. Et le bunker qui est juste derrière moi, ce mastodonte, sera transformé dans les années 60 en abri anti-atomique pour le général de Gaulle. Donc en fait c'est un gisement historique exceptionnel sur un parc très prisé par les Angevins, un beau parc qui fait plus de 80 hectares. Cette histoire est souvent méconnue, mais je crois que vous allez attendre beaucoup de visiteurs. Oui, effectivement, très prochainement. Alors nous avons été contactés par Arte, une émission qui s'appelle Invitation au voyage. Nous avons tourné au mois de mai sur site, plus de 7 heures de tournage, et bientôt va apparaître sur les écrans d'Arte une émission consacrée sur Angers, mais avec un reportage sur Pignerol de plus de 7 minutes. Donc, chaque année, de nouveaux projets, la numérisation du bunker d'état-major, cette année la Pologne. Qu'est-ce que vous nous réservez pour l'année prochaine? Alors sans oublier les QR codes, puisque sur chaque site, il y a les QR codes avec un nu de guide, des reportages, et puis chaque bunker, vous pouvez déambuler dedans grâce à une vidéo virtuelle. Nous avons commencé l'année dernière avec le grand bunker amiral, où désormais on peut visiter virtuellement l'entièreté de ce bunker. L'année prochaine, nous aimerions ouvrir le cordon ombilical entre l'orangerie et puis le bunker amiral et le château, puisqu'il y a un souterrain. Eh bien, rendez-vous l'année prochaine. Avec plaisir. Merci. Et n'oubliez pas, vu, lu, entendu, faites un aperçu, bonsoir.